Alors, pourquoi apprendre à courir en 5 minutes? Enfin, en 6 minutes, ça va être vraiment un peu une gageure, donc je vais essayer d'aller très vite. Alors moi, je me présente plutôt avec un avis de témoignage, moins expert que les 3 autres personnes. Le témoignage, c'est, voilà, on peut changer sa façon de courir. J'ai écrit un livre qui s'appelle Life Fit Running, Courir léger, il y a 2 ans, qui est sorti maintenant il y a 2 ans. Et donc qui donne une méthode pour tenter d'améliorer la biomécanique des coureurs. Alors moi je n'aime pas l'expression apprendre à courir parce que comme vous l'avez vu, c'est tous apprendre à courir. Donc quand on dit à quelqu'un tu sais pas courir, il comprend pas parce qu'évidemment il sait courir. Donc on va plus parler d'optimisation des pratiques biomécaniques ou c'est plutôt de l'optimisation de la foulée. Alors pourquoi ça? Il y a des forces convergentes qui nous incitent à faire ça. Alors sauf à faire l'autruche et à se mettre la tête dans le sable et faire semblant qu'il n'y a pas de développement des connaissances, il y a quand même beaucoup de connaissances récentes qui nous incitent à justement travailler, à réfléchir à notre foulée. Alors la science et la santé, bien sûr. Donc je remercie les 3 pénalistes pour tous les travaux qu'ils ont faits, que ce soit Frédéric, que ce soit Cyril ou que ce soit Blaise. Dans le monde francophone, on est très avancé. Aux États-Unis un peu aussi, mais en particulier dans le monde francophone. Donc, il y a beaucoup de sensibilisation, surtout sur la biomécanique depuis ces dernières années. Il y a une autre chose qui est l'observation. Maintenant, grâce à YouTube, en grande partie, enfin grâce à Internet, vous avez accès à des quantités de vidéos. Vous pouvez regarder les coureurs, vous pouvez regarder leurs techniques, vous pouvez essayer de comprendre leurs techniques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas il y a encore 10 ans. La biomécanique, il y a des mécanismes très simples, très faciles à comprendre, tout simples, qui font que quand vous mettez votre pied par rapport à votre bassin, il va se passer quelque chose. Le pied ne va pas remonter, il va monter différemment, etc. Si vous utilisez vos bras, etc. Il y a pas mal de mécanismes biomécaniques qui font que une gestuelle va entraîner quelque chose et une autre gestuelle quelque chose d'autre. Et puis il y a l'empirisme. Donc les études scientifiques, c'est une chose, mais c'est souvent difficile en course à pied de faire des études qui sont très très probantes, parce que souvent c'est des tout petits échantillons. Donc il faut aller à l'empirisme. Et à chaque coureur, à vous tous, faites appel à votre sens critique, allez courir et cherchez à comprendre votre foulée, cherchez à comprendre ce qui se passe quand vous mettez votre pied plus loin devant, quand vous arrivez sur l'avant-pied, quand vous arrivez sur le talon. Voilà, c'est une appropriation, un geste qui doit être fait par chacun. Et chacun va trouver sa foulée. Il n'y a pas une foulée qui va ressembler à une autre foulée. Vous aurez tous votre foulée. Mais a priori, vous allez quand même, à 90%, respecter les grandes lignes de cette foulée. Donc, c'est ce que j'essaie de décrire dans le livre. Alors, pourquoi s'ennuyer à apprendre à courir? Bon, moi, j'ai fait un questionnaire auprès des personnes qui ont suivi mes ateliers, parce que j'en fais maintenant depuis 2 ans. Je leur ai dit quelles sont les conséquences pour vous. Alors, les conséquences, on va commencer. D'abord, musculature. Vous n'avez pas la même musculature, parce que vous n'allez pas faire travailler les mêmes muscles, première chose. Deuxième chose, meilleur chrono, souvent. Il y a quand même des gains chronométriques. Alors, ce n'est pas immédiat, donc il ne faut pas raisonner en économie de course, en gain d'économie de course immédiat. Ça, c'est vraiment... si c'est votre but, n'allez pas, ne changez pas votre foulée, parce que c'est sûr que si vous changez votre foulée, vous allez perdre en économie de course au début, et après, ça reviendra et vous améliorez. Vous aurez moins de traumatisme, et donc, comme vous avez moins de traumatisme, vous pouvez courir plusieurs fois dans la semaine, peut-être du jour au lendemain, peut-être même 2 fois par jour, faire du bi-quotidien, chose que vous ne pouviez pas faire avant, parce que cette foulée, elle est moins traumatisante. Vous avez évidemment plus de plaisir à courir, meilleure posture. C'est difficile à expliquer, mais on a vraiment ce sentiment. Et puis un autre aspect, c'est simplement mental, c'est la connaissance de soi, c'est connais-toi toi-même, donc c'est une voie de la sagesse. Donc le fait de comprendre son corps, de comprendre comment il fonctionne, c'est extrêmement intéressant, puis ça apporte énormément de choses. Et même dans votre pratique, au fur et à mesure des années, moi quand je cours, j'évolue toujours, j'ai de nouvelles sensations. Donc c'est très intéressant et ça motive beaucoup pour courir. Alors comment courir? Bon, ça va être très très rapide. La première chose, c'est qu'on s'adresse à des adultes. Alors quand on s'adresse à des adultes, il faut leur donner un discours qui soit construit et un discours qui soit, on va dire, rationnel. Donc la première chose, c'est qu'il faut leur donner une vision, c'est-à-dire un modèle, une sorte de modèle. Il faut leur proposer un modèle et ce modèle, il doit être complet, c'est-à-dire qu'il doit partir de la tête et il doit arriver au pied. Si vous expliquez au coureur que simplement il doit fléchir sa jambe d'un certain angle, enfin son genou d'un certain degré, ça ne va pas marcher. Même si vous lui faites faire des éducatifs sur un point précis, ça ne va pas marcher. L'adulte, ça va pas le satisfaire. Si vous voulez transformer sa foulée, il faut vraiment lui expliquer un nouveau modèle, lui faire comprendre le modèle vers lequel il doit aller. Ce modèle, il doit être sous-tendu par un raisonnement, parce que nous sommes tous des êtres logiques, donc on veut comprendre. Si je vous dis il faut utiliser vos bras en courant, il va me dire il est gentil, mais pourquoi il faut que j'utilise mes bras en courant? Moi, je vois des gens autour de moi dans les parcs, ils n'utilisent pas leurs bras en courant. Alors pourquoi moi je devrais utiliser mon courant? Donc là, il faut avoir un raisonnement, il faut pouvoir construire, convaincre.
Après, on va vérifier ça avec la vidéo, c'est-à-dire que l'outil vidéo est très très utile puisqu'il va permettre au coureur de se voir, donc il va prendre conscience éventuellement de ses défauts ou de ses faiblesses. On va travailler beaucoup sur les sensations, parce que ça c'est très important, ça va accélérer le processus d'apprentissage. Je le dis toujours dans les ateliers, mais si vous dites à votre enfant il ne faut pas toucher la plaque électrique, vous pouvez lui répéter. Il faudra répéter un grand nombre de fois. Le jour où il mettra la main sur la plaque électrique, ce ne sera plus la peine de lui répéter. Voilà, donc c'est pareil. Si vous arrivez à détecter les bonnes sensations, en modifiant votre posture, en modifiant votre pose de pied, vous allez pouvoir vous raccrocher à ces sensations et vous accélérer beaucoup plus votre processus d'apprentissage. Et en dernier lieu, c'est de l'appropriation, c'est-à-dire que chaque coureur est unique. Donc, à chacun de s'accaparer ses conseils, et puis certains ont visité plus que l'autre, il y a des coureurs qui utiliseront plus les bras que d'autres. Donc, je le répète, on en reparlera certainement avec Cyril, mais aucune foulée ne se ressemble. Donc, vous avez tous des caractéristiques anatomiques qui sont différentes, et donc vous n'aurez pas jamais tous la même foulée. Regardez les coureurs élites, vous verrez, ils ont tous des foulées différentes. Voilà. Il n'empêche qu'il y a quand même des lignes directrices, des lignes de force qui sont là. Et c'est ces lignes de force qu'on va chercher à récupérer. Alors, la méthode, pour être plus précis, nous, on construit notre méthode, surtout au niveau initiation, autour de 5 clés qu'on considère fondamentales dans la biomécanique. Et donc, voilà, on donne ces clés au coureur. Alors, le coureur, il les utilise ou il les utilise pas, c'est son choix, mais au moins, il les connaît. Donc après, il peut, quand il court, il peut savoir, il peut faire appel à ça, il sait comment utiliser les bras. Voilà, on lui a expliqué comment il faut utiliser les bras. Après, il les utilise pas, c'est son problème. La posture, on lui dit les conséquences. Voilà, s'il court cassé, avec le bassin cassé, ou s'il court plus droit, ce n'est pas la même conséquence. Placement du pied, qui va au-delà de la pose de pied. Moi, je suis un peu fatigué par ce débat constant entre talon et médio de pied, ce qui est ridicule. Donc on regarde vraiment, c'est une tendance de regarder le haut de l'iceberg. Donc il faut regarder beaucoup plus loin. La biomécanique, c'est global. Donc il faut regarder le coureur dans sa globalité. Vous ne vous concentrez pas juste sur ce que vous voyez, c'est-à-dire il arrive talon ou il arrive sur l'avant-pied. Il faut regarder l'angle de la cheville, il faut regarder l'angle du genou, enfin, il y a plein de données à prendre en compte. La poulaine, alors la poulaine c'est le geste, cette méthode elle est avant tout basée sur un geste. Le geste c'est pas celui de la marche, c'est celui de la course. Voilà. Et ça il faut se le réapproprier. Si vous regardez un petit enfant courir, vous verrez qu'il a ce geste. Quand il court avec ce geste, il ne court pas avec le geste d'un marcheur. 80% des adultes, quand ils se mettent à courir, ils adoptent ce geste de la marche. Et ce geste de la marche, il va être limitant. La caricature est un peu forte, mais c'est un peu comme si on vous donne une voiture et vous roulez tout le temps en marche arrière avec. Quoi. Voilà. Bon, il y a un moment où, si vous vous rendez compte qu'en fait, vous pouvez aussi rouler dans l'autre sens, c'est-à-dire en enclenchant les vitesses, ça ira beaucoup mieux. Voilà. Bon, l'exemple est un peu violent, mais c'est pour marquer les esprits. Alors, les conséquences de ça, j'ai fait là aussi, on a fait un petit sondage. Alors je suis impressionné parce que c'est des scores qui sont presque nord-coréens, quoi. Et donc aux questions, pensez-vous qu'il faille apprendre à courir, la réponse c'est 97% de réponses oui. Pensez-vous revenir à votre foulée antérieure, c'est-à-dire une foulée qui est plus de marcheurs, il y en a 90% qui disent non, il y a 10% qui disent oui. Est-ce que vous trouvez l'expérience bénéfique, c'est-à-dire apprendre à courir, comprendre le geste de la course à pied? Est-ce que c'est intéressant pour vous? Alors c'est 99,2%, donc les gens sont convaincus, on leur donne de la connaissance, ils apprennent. Et puis, est-ce que vous avez des bénéfices du fait de la transition? Là, j'ai 92, on avait 92%. Ça, c'est les personnes qui ont fait les ateliers depuis 2 ans. Alors c'est assez mélangé, il y a des gens, ils ont fait il y a 2 ans, il y a d'autres, c'était il y a 3 mois, donc c'est un peu brouillé. Ok. Voilà, je ne sais pas si j'ai tenu les 7 minutes. Juste pour finir, donc le livre est disponible en français, il est disponible aussi en allemand. On a un groupe Facebook qui a presque 6000 membres, dans lesquels les gens postent des vidéos, se donnent des conseils sur les chaussures, etc. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, il s'appelle Courir Léger. Et puis, si vous cherchez des exemples pour mieux comprendre tous mes propos, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube du Courir Léger, vous verrez beaucoup de vidéos qui tentent d'illustrer cela. Voilà, j'ai fini. Okay. Alors là, je suis obligé de sortir aussi un carton jaune. Même Désolé. orangé. Désolé. Merci sur l'arrêt. L'opinion de Frédéric. On va dire pour compléter les propos de CL. Je vous ai mis quelques mots: variabilité, hasard, dynamique corporelle, agir, réagir différemment, prévention, plaisir, connaissance, compétence, utilisée à son avantage. Quand on parle de la variabilité et du hasard, si j'ai mis le mot variabilité au départ, c'est qu'il faut avoir conscience que notre organisme a une part variable qui est très importante. C'est-à-dire que nous sommes capables, pour une même action, de déployer 1001 gestes différents. Et finalement, aujourd'hui, sans réflexion,
Nous ne sommes que le fruit de nos expériences passées, de nos traumatismes passés, de nos entraînements, sport, et aujourd'hui, tel que vous vous déplacez, tel que vous vous tenez, c'est la somme de ces expériences. Et des expériences, finalement, où on n'a pas forcément eu une action consciente sur la gestuelle que l'on déployait. Ce qui veut dire qu'on a cette part variable d'un côté, on a ce hasard qui nous a modelés, jusqu'au moment où on décide de se dire, tiens, il y a peut-être le moyen de potentialiser la gestuelle que je suis en train de déployer. Eh bien ça existe dans le monde du travail, c'est ce qu'on appelle la lutte contre les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Et ça coûte tellement cher à l'État qu'il n'hésite pas de mettre en place des ateliers de formation, de sensibilisation pour que les travailleurs, dans leur poste de travail, eh bien, fassent évoluer leur gestuelle pour plus d'efficacité et moins de traumatisme. Élément qu'on ne fait pas forcément dans la pratique de la course à pied, pensant que voilà, c'est naturel, sachant qu'en réalité, dans le naturel, c'est plus des automatismes que l'on a exprimés. Et à un moment donné, lorsqu'on va faire évoluer la gestuelle technique de la personne, elle va dire « non, c'est pas naturel, c'est en train de générer des tensions chez moi ». Oui, mais ces tensions, c'est uniquement un déséquilibre momentané, parce que vous n'êtes pas habitué, parce que votre corps ne s'est pas adapté autour de cette nouvelle dynamique ou de cette nouvelle façon de fonctionner. Ce qui veut dire que pour une même action, lors d'un bond, lorsque vous êtes en train de faire un swing au golf, lorsque vous êtes en train de skier, vous n'hésitez pas à prendre des cours pour perfectionner votre gestuelle. Donc là, on est dans la même problématique. Pourquoi apprendre à courir ? Eh bien, parce que c'est perfectible. En ayant toujours conscience que voilà, on va lutter contre le hasard et c'est prendre des connaissances et des compétences sur le fonctionnement de nos corps pour nous amener à l'utiliser au mieux, plus efficacement. Et c'est finalement nous donner les moyens d'agir et de réagir différemment dans les différentes actions que l'on est en train de mener. Alors, tu peux remonter juste avant ? Ouais, je te remercie. Sur cet aspect-là, c'est-à-dire lorsque vous commencez à construire un corps différent, ce qui est intéressant, c'est lorsque vous changez de technique de course à pied, vous allez construire musculairement un corps qui répond différemment. C'est-à-dire 2 gestes, 2 corps différents. Ce corps différent va vous permettre de réagir et d'agir différemment. Lorsque vous êtes en train de jouer au tennis, lorsque vous êtes en train de pratiquer le karaté, vous êtes sur des appuis avant-pied. Vous prenez un karatéka qui habituellement fait son travail foncier course-talon, vous le faites passer sur un travail foncier course avant-pied, vous n'avez plus le même karatéka à la sortie. Donc c'est là où on va agir et réagir différemment. J'ai encore 10 secondes ? 10 secondes. Voilà. Alors, quand CL disait c'est amener des connaissances et des compétences aux gens, c'est exactement ça. Se dire qu'on va essayer de lui permettre de mieux comprendre le fonctionnement de son organisme et finalement comprendre les limites de son corps et les utiliser à son avantage. Merci. Monsieur Blaise Dubois. Alors, Solarberg, je suis d'accord avec toi, hein, bien évidemment. Encore une fois, bien évidemment, je vais focuser sur les petites choses. J'aime beaucoup ton light dans le light feet running. Ça me parle quand même. Il y a une petite chose qui me dérange dans les écoles, et là, tu n'as pas beaucoup donné de clés précises sur ta technique, mais en fin de compte, une des choses qui me dérange des écoles sur la technique de course, sur la biomécanique, c'est l'hyper-intellectualisation de quelque chose qui est relativement simple. Et ça me dérange un petit peu. Et la deuxième chose aussi, c'est le fait qu'on rentre dans un cadre très précis, ce qui est bon, la bonne technique de course, à l'inverse de la technique qu'on considère comme inadéquate. Et alors, on a un cadre très précis, on va prendre le coureur récréatif, on le met dans ce cadre, et là, on va lui enseigner des choses pour faire en sorte que cette personne-là devienne ait une meilleure technique de course, qu'elle commence à bien courir. En fait, je fais un peu la même chose, hein. On a un cadre aussi sur ces aspects-là. La seule chose, c'est que ce cadre ne devrait pas être défini sur des opinions, sur des hypothèses, mais bien sur de la science. Et sur une science qui nous montre que cette nouvelle technique est vraiment plus sécuritaire, c'est-à-dire qu'on se blesse moins, et qu'elle est aussi plus efficace, qu'on arrive à mieux performer. Et sur ces points-là, la science est assez, je dirais, unanime.
Il y a des choses, en fin de compte, qui sont très bien documentées avec beaucoup de science. Et je parle ici, par exemple, d'augmenter la cadence en faisant des plus petits pas. Je sais que tu en parles, entre autres, dans le Light Feet Running. Et je pense que ça, c'est une riche valeur. L'autre chose, c'est de réduire le bruit et le vertical loading rate qui était associé, et j'en parlerai tout à l'heure, aux pathologies de l'appareil locomoteur. Et je rajouterai une troisième chose, essayer d'identifier la cause de pourquoi on courrait mal. En fait, il faut savoir que la raison pour laquelle les individus développent des mauvais comportements de modération d'impact et vont courir avec des techniques qui sont moins sécuritaires, plus dommageables et moins efficaces, c'est d'abord et avant tout à cause de la chaussure. Je vous expose la science sur le sujet très brièvement de cette fameuse position du pied au sol qui est à la mode dans la discussion. Effectivement, quand on observe que ce soit sur 800 mètres jusqu'aux 50 km ultra trail, on observe en fin de compte que plus tu maigres vers l'avant du peloton, plus la probabilité de trouver des attaqueurs mi-pied avant-pied augmente. Là, la question, c'est est-ce qu'on va plus vite parce qu'on attaque avant-pied ou est-ce qu'on attaque avant-pied parce qu'on va plus vite? Ça prend donc des études un peu mieux faites, contrôlées, et le problème actuellement, c'est qu'on a des études en temps T qui nous montrent que quand on change ces paramètres-là, on a plus une détérioration de l'économie de course et de la performance. Et quand on fait des suivis sur 8, 10, 12 semaines, on a à peu près un statu quo, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui répondent bien et qui s'améliorent, mais il y en a plusieurs qui ça ne change absolument rien. Et tu fais la moyenne des individus dans les études, et on ne peut pas dire actuellement qu'on arrive à améliorer l'efficacité et la performance en changeant vers des attaques plus mi-pied avant-pied. Et il nous manque maintenant des bonnes études prospectives sur des 1 an, 2 ans pour voir qu'est-ce que ça fait sur la performance. Et peut-être qu'un jour, on pourra démontrer que là, on améliore vraiment la performance. Donc, restons humbles dans ce qu'on connaît, parce qu'actuellement, la petite attaque talon, je vais dire légère, proprioceptive, est encore acceptable jusqu'à l'attaque avant-pied. Pour terminer, en fin de compte, sur les blessures, on a encore moins d'évidence, on a encore moins de données probantes. Il y a un petit avantage quand même à l'attaque mi-pied avant-pied sur la prévention des blessures et sur la réduction du risque de blessure, mais qui est extrêmement fragile. J'ai une question que je voudrais te poser, pour laquelle on pourra débattre tout à l'heure. Est-ce que moi, qui est adapté à ma technique, qui est satisfait de mes performances et qui n'est pas blessé, est-ce que je devrais changer ma technique? Très bien. L'avis de Cyril? Alors, en reprenant les mots les uns après les autres, pourquoi on changerait de technique? Et je vais de nouveau recommencer en me faisant l'avocat du diable. Je dirais en premier pour nourrir les gens qui vendent de la technique, c'est-à-dire nous. Pourquoi je dis ça? Pour d'abord une première raison qui est que aujourd'hui, de nouveau, il y a eu une suite, si je reprends les éléments scientifiques qui sont existants, on reprend les derniers comptes rendus de Nick, de Hamil Gruber, qui montrent que 1, on ne peut pas dire qu'il y a une foulée qui est plus efficace que l'autre. 2, on ne peut pas dire qu'il y a une foulée qui blesse plus qu'une autre. Et 3, on ne peut pas dire qu'il est conseillé de changer de foulée. Ça, c'est le dernier compte-rendu qui a été proposé par NIG, qui n'est quand même pas le dernier venu. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'éléments probants pour nous dire qu'on a intérêt à changer de foulée. Et ça, pourquoi, à mon sens? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais le faire. Après, je viendrai sur la fin de ta présentation. Pourquoi, à mon sens? Parce que la rationalité sur l'ensemble de nos choix de vie, c'est un nain. C'est un nain qui négocie avec un géant qui s'appelle le système nerveux, qui est là pour faire en sorte d'optimiser notre fonctionnement, c'est-à-dire de collecter à chaque seconde des millions d'informations pour optimiser le tout, c'est-à-dire pour faire en sorte que le tout réponde de la meilleure des façons, à la fois pour être économique et à la fois pour ne pas se blesser. Et la dernière chose, pour rester debout, c'est-à-dire ne pas tomber, pour être équilibré dans tous les sens, que ce soit physique ou plus symbolique du terme. Donc aujourd'hui, dire qu'il y a une bonne pratique qui est recommandée, pour moi, je répète, c'est un leurre. C'est un leurre qui est soutenu par aucun élément clinique et aucun élément scientifique. Maintenant, sur la fin de ce que tu as présenté, là, je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas parce qu'on a un nain qui s'appelle la conscience. Je rappelle, si on regarde aujourd'hui les études en neuro, par exemple, l'ensemble des décisions de nos vies, ce n'est pas que sur le choix de la technique. Elles sont prises avant même qu'on le sache. C'est-à-dire que si je veux choisir entre cette bouteille et cette bouteille-là, je me pose la question laquelle je vais choisir. Dans mon système nerveux, l'élément moteur qui va me faire choisir une bouteille ou l'autre, il est déjà allumé avant que même moi je le sache.
Ça, c'est en cours, en fait. C'est une révolution qui est en train de se produire dans notre manière de comprendre l'organisme. Donc, ça veut dire qu'il faut redonner à la conscience ce qu'elle est, en fait, un sport de riche. Ça ne veut pas dire que ce sport de riche n'a pas d'objectif, n'a pas d'intérêt quant à venir discuter. Et là, je te rejoins totalement dans le fait que tu dises une personne qu'on amène à varier, elle va s'interroger, elle va commencer un parcours dans lequel elle va négocier, elle va discuter avec notamment son plaisir, avec ses éléments. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, nous, on l'a montré, c'est la deuxième étude qu'on a publiée sur les terriens et les aériens, que les gens donnent un plaisir à proportion de ce qu'est leur nature. C'est-à-dire que les gens qui sont nés plus terriens sentent plus de plaisir à passer sur le talon. Les gens qui sont nés plus aériens sentent plus de plaisir à venir utiliser les muscles en mode pliométrique. Donc, si je devais traduire ça, ce que l'on est en 20 points, gardons 10 points pour le mystère, il y a encore tellement de choses à découvrir, 5 points pour le fait que l'on soit adaptable, qu'on a une possibilité de venir se changer. Demain, on ne sera pas exactement le même qu'aujourd'hui, mais demain, on sera encore là, on se reconnaîtra, on aura une identité, ça c'est comment on était posé sur la Terre. Très bien. Allez, on prend 10 minutes pour échanger. Alors, pour essayer de répondre à toutes ces remarques, alors, beaucoup de choses ont été dites. Je ne sais pas comment par prendre quel bout. Il n'y a pas, je le répète, il n'y a pas de foulée idéale. La démarche d'un apprentissage, c'est s'accaparer, s'approprier un certain nombre de connaissances pour après réfléchir à sa foulée et l'adapter. Donc, il n'y a pas de foulée idéale. Il n'y a pas une étude scientifique. Il n'y aura peut-être sans doute jamais une étude scientifique qui va prouver noir sur blanc qu'il faut adopter tel geste par rapport à un autre. C'est même conceptuellement assez inconcevable puisque vous êtes tous différents. Donc, vous aurez tous votre foulée qui sera propre. Donc, c'est vraiment il faut en appeler au sens critique de chaque coureur. C'est à chaque coureur de faire cet effort de connaissance et de s'approprier ça. Après, sur certaines remarques de Cyril, je ne suis pas tellement d'accord. Il y a un certain nombre d'études scientifiques qui montrent clairement qu'il y a certaines pratiques biomécaniques qui sont bien meilleures. Quand vous regardez les coureurs bien entraînés, ils sont tous à une cadence d'autour 170. Voilà, ils ne sont pas à 153. Les 153, c'est ceux qui ne savent pas courir ou qui s'entraînent très peu. Donc on a toujours tendance, et il y a bien d'autres intérêts à la cadence dont a parlé rapidement Blaise, et puis c'est tout bête, mais je vous mets un métronome et je vous fais courir à 155 et après je mets le chronome à 170. En fait, dans les ateliers, on fait l'inverse. On fait courir à 170, après à 180 et après je leur mets le métronome à 155. Mais les gens, ils se plient en deux, ils ont l'impression d'avoir une foulée éléphantesque, ils n'avancent plus, ils s'écrasent, ils se déforment, ils perdent tous les empilements dont parle Frédéric dans son livre. Donc voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'une étude scientifique pour montrer ça. Essayez, vous prenez un métronome, vous courez à 170, vous courez à 180, et après redescendez à 155. Vous allez et voir. Alors, dans les ateliers, il y a peut-être un coureur qui me dit « Ah oui, non, quand même, je suis très très lourd, je suis baraqué, donc c'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal, je suis mieux à 155 ». Mais l'immense majorité des coureurs disent bah oui, c'est vrai, à 170, j'ai un effet rebond, donc je suis plus léger sur mes appuis, c'est beaucoup plus agréable. Bon, voilà. Donc il y a quand même un certain nombre de vérités, même s'il n'y a peut-être pas encore l'étude scientifique on va peut-être développer sur la cadence, c'est intéressant, Cyril. Ce sera un peu long de tout développer. Mais... oui. On va y aller. Regardez, si chacun de vous fait un geste, vous allez voir que la vitesse à laquelle vous faites votre geste est très spécifique à qui vous êtes. Il y a des gens qui font des gestes très amples, très lents. Et c'est aussi des gens qui vont courir ample et lent. C'est leur nature, ils sont faits comme ça en fait. Cette notion de la cadence, de nouveau, c'est une erreur radicale. Déjà, on prend des exemples sur des personnes qui courent à 21 km/h, qui sont à 185 à peu près, pour donner des conseils. Il y a des gens qui sont à 10 km/h. De 10 à 21 km/h, le différentiel de cadence sur un groupe, c'est 17%. Ça veut dire que si on prend l'exemple de personnes qui sont à 180, 185, on devrait dire que la bonne pratique pour les gens qui courent à 10, c'est 158. Donc déjà, ça interroge. La deuxième chose, c'est peut-être pour continuer là-dessus, oui, mais je te laisse juste terminer. Donc pour qu'une cadence en fait type fréquence va donner un schéma de raideur. Et puis une cadence type amplitude va donner un amorti. Donc même le fait de dire que finalement si je m'amortis, je suis tout mou, non, c'est je me mets à rouler autour. On va y venir, je vais après juste essayer de raconter une histoire à 2 balles. Eh bien, on verra qu'aujourd'hui on réfléchit tout dans le schéma élastique, stiffness, vertical. Mais il y a d'autres manières de faire, en fait. On a des articulations qui peuvent se mobiliser pour nous aider à rouler autour. Et que donc l'amplitude n'est pas, contrairement à ce que l'on dit, un élément négatif qui blesse les gens, alors que la fréquence, c'est ça de nouveau, c'est pas démontré. Et pourquoi on aurait été mal fait? Moi, je fais partie des gens à 155, hein, donc... Alors, allez, juste
Solarberg. J'ai des belles diapos que j'avais masquées si jamais tu arrives à les mettre, mais bref, sur la cadence, je vais être un peu plus précis. Il y a une science qui est de plus en plus abondante sur la cadence versus le stress sur le squelette, etc. Moi, ce qui m'intrigue énormément, c'est qu'il y a quelques petits papiers qui ont évalué des coureurs pieds nus pour regarder que leur cadence moyenne était à 182. Et la cadence moyenne chez le coureur récréatif en Amérique du Nord comme en France, on parle de cadence de 155 comme cadence moyenne. Donc, il y a déjà quelque chose, une interférence qu'est la chaussure qui nous amène à avoir des cadences beaucoup plus lentes que ce qu'on choisit naturellement. L'autre petite chose, c'est que quand on regarde les athlètes de haut niveau, effectivement, à vitesse de performance, qu'ils soient sur 1500 ou sur marathon, on est toujours à du 180 plus ou moins 10. Ce qui est vraiment intriguant, c'est que les athlètes de haut niveau, quand tu vas jogger avec eux, ils sont aussi en cadence moyenne à 170, même à 5 ou 6 minutes le kilomètre. Et ceux qui ont des cadences plus lentes que ça, c'est souvent, encore une fois, des Caucasiens à qui on a mis des grosses chaussures dès le jeune âge et qui ont développé des cadences plus lentes. En fait, moi, quelqu'un qui a une cadence plus lente, en fait, je m'en fous un peu. Tout à l'heure, je vais vous parler de les vitesses de force d'impact qui sont associées de plus en plus aux pathologies de l'appareil locomoteur, avec des études prospectives vraiment intéressantes. Et c'est un peu là-dessus que la cadence peut venir jouer. C'est-à-dire que là, je suis totalement d'accord avec Solarberg et moins avec Cyril, c'est qu'en fin de compte, l'augmentation de la cadence dans la technique de course est une intervention qui est sécuritaire. C'est une intervention qui est facile à faire avec nos coureurs et c'est une intervention qui va réduire les vitesses de force d'impact, qui va réduire aussi, et ça c'est l'autre diapo, qui va réduire, en fin de compte, je peux essayer de masquer, elle n'apparaîtra pas, en fin de compte, qui va réduire le stress sur à peu près tous les niveaux, en parlant de la courbature, du load au niveau du genou, de la cheville, de la hanche, du dos et ainsi de suite. Donc, voilà. Et très intriguant aussi, vu qu'on parle un peu de performance, de savoir qu'il y a 4 études qui ont évalué, en fin de compte, le freely chosen cadence, la cadence librement choisie, qui est presque toujours un peu inférieure, de 3% à peu près, à la cadence optimale au niveau de la consommation d'oxygène. Donc, les gens, naturellement, ont tendance à choisir, en lien encore une fois avec la chaussure probablement, des cadences qui sont un peu plus lentes que leur cadence optimale. Frédéric, tu es silencieux. Il y a tellement de choses à dire qu'il faudrait 3 jours. Tu as le temps. Non, j'ai 3 minutes, c'est ça? Non, 1 minute. Moi, je pense qu'il y a une question qu'il faudrait qu'on se pose, là, déjà tous. C'est pourquoi tu cours? C'est quelles sont tes motivations profondes au niveau de la course à pied? Se dire, qu'est-ce que tu fais de la course à pied également? Comme je l'expliquais à Ludwig, qui m'a gentiment amené de Satolas, du moins à Saint-Exupéry à Grenoble, aujourd'hui, la course à pied me permet de construire un corps et une dynamique particulière. Et cette dynamique particulière va me permettre de faire des transferts dans les autres disciplines sportives que je pratique. Je vais prendre un exemple simple, c'est vous prenez une personne âgée qui a 68 ans et qui n'a jamais couru, qui a des difficultés à se déplacer. Qu'est-ce que vous faites? Vous lui apprenez à courir. Et vous lui apprenez à courir à une cadence de 180, voire même au-dessus de 180. Vous la mettez sur un tapis de marche qui est étroit et vous allez lui faire du 30-30. Mais vous allez lui faire du 30-30 à 3 km/h. Et avant ça, vous lui avez appris à courir sur place. Eh bien, le fait de développer cette mécanique, le fait de retrouver de la vélocité, de la tonicité, va améliorer sa marche par conséquence. Se dire, la question, là, on est tous dans de la performance, dans le coureur récréatif ou le sportif de haut niveau, mais une autre question qu'on peut se poser, c'est sommes-nous adaptés à la course à pied et quels sont les bénéfices pour notre organisme de la course à pied? On ne va pas tous devenir des ultra-trailers à l'image de Kilian Jornet, mais par contre, on pourrait peut-être tous utiliser la course à pied avec une certaine technique pour nous permettre de construire un corps particulier. Et après, y associer tous les éléments mécaniques que vous avez pu énoncer les uns les autres et qu'on reprend tous les uns les autres avec quelques subtilités.
Et puis, dernier point, c'est que vous êtes tous très, et à mon avis trop, sur les statistiques et les études et compagnie, mais bien souvent, c'est monofactoriel. Se dire, on va étudier coureur talon, coureur avant-pied, mais c'est monofactoriel. Alors que je ne vous apprendrai rien en vous disant que c'est plurifactoriel. Et que les études ne prennent pas en compte le passé de la personne, son niveau d'entraînement, ce qu'elle fait de la course à pied, le matériel qu'elle utilise. Donc, plutôt que de se pencher sur « Ah oui, il y a tant de pourcents de blessures », c'est peut-être se dire pourquoi il y a encore 30% de blessures, et il serait peut-être intéressant d'amener les connaissances et les compétences aux coureurs pour faire diminuer ces 30% de blessures. En fait, à 90% ou à 10%? En fait, moi, je pense que c'est par la science qu'on va réussir à démontrer ces choses-là. C'est trop facile de dire, moi, je sais c'est quoi la bonne technique, je sais c'est quoi la bonne chose à faire, et j'enseigne ça à mes patients. Et la science est assez bien faite qu'on peut faire des études où on contrôle les valeurs confondantes, comme tu as dit, pour s'assurer que nos groupes soient similaires et qu'on arrive à des résultats en sachant si une intervention X ou Y fonctionne mieux l'une que l'autre. Et la science est faite pour justement démontrer ces choses-là. Si on reste juste dans l'hypothèse et dans l'opinion, on n'avancera pas beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec ce que tu amènes, mais moi, la chose qui m'a titillé, c'est sur l'aspect on est trop dans la science. Mais non, on n'est jamais assez dans la science. Oui, c'est ce qui nous différencie. Moi, je suis dans la biomécanique et toi, plus dans la science. Mais peut-être que la biomécanique est de la science, allez savoir. Autre élément également, c'est pour réagir vis-à-vis de Cyril, je pense qu'on sous-estime notre champ des possibles, notre adaptabilité, se dire qu'on aime bien nous mettre dans des petites boîtes et nous dire qu'on fonctionne comme ça et qu'on restera comme ça. Mais finalement, nous ne sommes, comme je vous le disais précédemment, quitte à radoter un petit peu, à l'image de nos expériences passées. Et des transformations, on peut en faire. Et des adaptations, on peut en faire. Et ce n'est pas une révolution que de développer la biomécanique au sein du pied, que de développer la musculature intrinsèque du pied. C'est plutôt redonner du potentiel. Se dire qu'on n'est pas en train de l'éloigner d'un fonctionnement fondamental. Et c'est là où on va avoir peut-être un débat entre l'inné et l'acquis. Mais c'est de se dire, OK, aujourd'hui je fonctionne comme ça, mais quels seraient les moyens à ma disposition pour développer mon potentiel, pour développer de la marge de manœuvre, et puis finalement me faire plaisir, et en ayant toujours cette réflexion, qu'est-ce que je souhaiterais enseigner à mes enfants, et vers quelle dynamique corporelle j'ai envie de les amener. Très bien. Frédéric, merci. Ouais. Tu vas pouvoir intervenir. Pardon, c'est juste une dernière remarque par rapport à ce que tu viens de dire. Rapidement. Peut-être posons-nous la question, mais je ne suis pas du tout contre le schéma adaptatif et puis qu'il s'agit de s'adapter. Je dis juste où posons-nous le curseur. Pourquoi l'espèce humaine s'est débrouillée pour construire des maisons, mais mettre le chauffage dedans, puisque si on aurait très bien pu s'adapter aux différences de température. Mais donc c'est toujours cette notion de curseur. Toute notre histoire est une histoire dans laquelle, en même temps, nous cherchons à nous protéger de variations qui nous demandent beaucoup d'énergie pour pouvoir justement y faire face, et en même temps, un besoin de continuer à penser, à se sentir comme une espèce, c'est-à-dire quelque chose qui est capable, des personnes qui sont capables de bouger de l'endroit où on est. Donc c'est un curseur. On va continuer après sur le J'en ai débat, tu vas avoir 10 secondes. Au niveau du 9, curseur, 8, se dire que c'est pas je déplace le curseur, c'est j'augmente mon potentiel, ce qui est très différent. Ok.